Bienvenue mesdames et messieurs dans le tout premier épisode donc de ma chaîne Exclusif et Excellence qui se penche sur les hommes et les femmes dont le métier est de créer et de fournir des produits de services de haut de gamme de manière exclusive et avec excellence. Et c'est avec un grand plaisir et honneur que j'accueille donc Stéphane Van Gunten, donc travaille dans le métier de l'horlogerie de luxe. Donc, je remercie Stéphane de pouvoir inaugurer ce premier épisode. Stéphane est un ingénieur horloger, un inventeur et visionnaire. Il a travaillé pendant plus de 20 ans pour de prestigieuses marques maisons d'horlogerie et actuellement, il est créateur de sa propre maison d'horlogerie au Trif. Nous aurons l'occasion de pouvoir en parler dans le détail. Petite introduction, je tiens à remercier mon partenaire Sergio Domingos qui m'a permis de l'introduction auprès de Stéphane dans le cadre d'un dossier de financement pour le développement de sa société. Nous aurons aussi l'occasion de pouvoir parler aussi du développement de la société de Stéphane, donc Haute-Rive. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Stéphane, si tu pouvais te présenter en une phrase qui capte un peu l'essence de qui tu es, comment te définirais-tu? Écoute, probablement un horloger ingénieur créatif où je recherche bien sûr les performances, mais j'aime avoir une touche de comment dire, artistique dans mon travail. Donc c'est un mélange d'ingénierie horlogère et d'art horloger. Ah, intéressant. Et si tu avais une citation ou un principe qui guide un peu tes choix dans ton métier, quel serait-il? Alors je pense que le point le plus important, c'est de respecter le passé et la tradition horlogère. Je viens d'une famille d'horlogers, je suis la cinquième génération d'horlogers dans ma famille. J'ai grandi à La Chaux-de-Fonds, qui est le berceau historique de l'horlogerie. Je pense que c'est assez connu. On vient d'un monde paysan où en fait les horlogers étaient paysans en été et étaient horlogers en hiver parce qu'ils ne pouvaient plus aller au champ, donc ils faisaient de l'horlogerie. Et puis en fait, dans le travail d'aujourd'hui, j'essaye de respecter cette tradition horlogère, c'est-à-dire bien sûr on peut innover, je pense, amener des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux affichages horlogers, mais je pense que c'est important de respecter le passé et cet héritage en fait horloger ici en Suisse. Ah, c'est très intéressant. Tu parlais précédemment de créativité, d'inventivité. Ça me ramène à l'enfance, tout naturellement. Quel était ton rêve d'enfant? C'était l'horlogerie, un autre métier? Je pensais plutôt devenir un jour architecte naval pour faire des bateaux de régate, des voiliers. Et puis c'était un peu loin de mon endroit d'habitation, puisque comme j'habite en Suisse, pour faire architecte naval, il n'y a pas beaucoup de mer en Suisse, c'est des petits lacs. Donc j'aurais dû me déplacer à Toulouse, mais j'étais un peu jeune pour ça. Et puis finalement, comme je venais d'une famille d'horlogers, tout naturellement, je me suis dit non, le deuxième choix, bien sûr, c'est de devenir horloger et non architecte naval. Ah, c'est très intéressant ça. On va passer de l'enfance directement situation d'homme. Quel a été le point marquant qui t'a amené à rentrer dans le domaine de l'horlogerie, si on peut dire, le point de départ? Bah, de nouveau, c'est vraiment une histoire de famille. Mon grand-père était ingénieur horloger et puis il venait manger chez nous une fois par semaine et il me parlait beaucoup d'histoires liées à son travail, liées à ses inventions. C'était aussi un inventeur comme plusieurs personnes de ma famille. Et puis c'est de manière assez naturelle finalement que je me suis orienté vers l'horlogerie et plus particulièrement l'ingénierie horlogère. Et, euh, et pour revenir sur ce que je disais avant, en fait, il y a quand même beaucoup de liens avec le nautisme parce que ça reste des constructions mécaniques assez particulières où il faut rechercher les performances dans un environnement restreint. Et puis, c'est aussi le cas pour les bateaux où c'est peut-être pas la dimension, mais plutôt le poids qui est un facteur clé. Donc, il y a beaucoup de similitudes finalement entre l'horlogerie et le nautisme. Ok, c'est intéressant. Et j'imagine que ceux qui nous regardent ou nous entendent se posent la question, quel est le parcours pour devenir ingénieur horloger, maître horloger? Alors, je pense qu'il faut déjà des bonnes bases pratiques, c'est-à-dire avoir pratiqué à l'établi pour comprendre
la façon dont se montent les composants, parce que une des particularités et des difficultés de l'horlogerie, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de composants logés dans un petit volume. Par exemple, pour mon modèle Honoris 1, j'ai environ 300 composants dans une montre qui fait 42,5 mm de diamètre, avec un ressort de barillet qui est l'énergie contenue dans la montre qui fait 3 mètres. Donc, il faut imaginer comment peut-on loger un ressort si long dans un espace réduit. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir une base pratique pour comprendre comment s'assemblent les différents composants de la montre. Et puis ensuite, on peut se spécialiser sur la partie calcul, dimensionnement des composants, etc. Puis ensuite, pour pouvoir les placer en trois dimensions dans un encombrement donné. Et là, c'est plutôt de la partie ingénierie avec la modélisation et la calculation des rouages au niveau énergétique, au niveau des vitesses, etc. Ah, c'est intéressant. Ben, on est typiquement dans ce que tu expliques, le domaine de l'excellence. Qu'est-ce qui justement te motive à exceller chaque jour dans ton métier? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui visait l'excellence ou est-ce que c'est venu par ton parcours, ta formation et ton expérience? Oui, alors comme tu l'as mentionné avant, j'ai travaillé chez Patek Philippe quelques années à Genève, il y a 20 ans maintenant déjà. Et puis c'est vrai que chez Patek Philippe, on dit souvent que c'est les meilleures montres du monde parce que c'est vraiment la recherche de la performance, la recherche de l'élégance et puis une combinaison de tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir, comme par exemple pour la Formule 1 ou pour le nautisme, c'est de rechercher la performance. Bien sûr, notamment la réserve de marche, c'est un domaine qui m'intéresse avec tu sais que mon modèle Honoris 1 Ouais. fonctionne pendant 1000 heures, c'est-à-dire pendant 41 jours sans remontage de la montre. Donc c'est une prouesse technique. Mais, mais si on s'arrête à la prouesse technique, ça c'est vraiment le côté ingénierie, c'est intéressant, mais ça ne fait pas forcément rêver. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment déjà ce respect de la tradition, avoir une montre élégante qu'on peut porter, parce que c'est une montre de soirée que je fabrique, donc ça doit être vraiment très élégant, avec des codes au niveau de l'esthétisme, etc. Et puis avoir aussi ce côté artistique qui m'intéresse, et notamment le modèle Lago Verde, qui est si je peux parler un peu de ce modèle, c'est Ouais. un modèle avec un cadran en or gravé à la main, où j'ai voulu représenter les vagues du lac de Neuchâtel. Et ensuite, donc chaque vague est gravée de manière artisanale. C'est pas un laser qui va graver les vagues, c'est vraiment l'artisan qui est un ami à moi, qui est un maître graveur. Il va graver tout le cadran au burin. Et ensuite, c'est recouvert d'un émail translucide vert pour donner la couleur verte foncée du lac de Neuchâtel, ici où je suis basé. Et en fait, je vais chercher voilà, des histoires un peu plus larges que juste le côté ingénierie et notamment le lac, c'est le lien pour moi entre le passé et le présent parce que mon arrière-arrière-grand-père qui avait fondé la marque Autrive en 1888 avait son atelier horloger près du lac de Neuchâtel et j'ai beaucoup réfléchi à ça, comment rendre hommage au passé et je me suis dit bon le lac c'était son atelier, il était proche du lac donc il devait le voir. Et puis aujourd'hui, il n'a pas vraiment changé en fait, parce que bien sûr, il y a un petit peu plus de construction immobilière, mais pas tant que ça. Et donc j'ai voulu rendre un hommage au passé en faisant une montre avec cette inspiration du lac de Neuchâtel. Donc c'est comme si on portait le lac un peu au poignet, avec le lien sur le côté technique de l'ingénierie, mais aussi ce lien émotionnel avec le passé. Écoute, merci pour cette explication. Tu as fait la transition entre tes 20 années d'expérience et puis le fait que tu es monté dans le bateau, entre guillemets, au Trive. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas au bout de 20 ans d'expérience acquise dans Ouais, de maisons prestigieuses? oui, oui, je pense que comme beaucoup d'artisans indépendants ou de petites marques indépendantes, ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir faire ses propres choix dans la création, que ce soit au niveau technique, au niveau esthétique, ne pas avoir un comité avec 10 ou 15 personnes qui amènent chacun leur petite pierre, mais qui au final on fait trop de compromis. Donc je voulais faire des montres à mon image, sans compromis, euh,
Bien sûr que ça peut être clivant. Certaines personnes peuvent apprécier la technique ou l'esthétique et d'autres pas, mais c'est peu important. Moi, j'ai envie que ça me plaise. En fait, j'ai- je fabrique des montres qui me plaisent. Voilà, ça c'est mon premier critère. C'est peut-être un peu, comment dire ça? Ah, c'est peut-être un peu un manque d'altruisme, mais au final, si ces montres représentent qui je suis, ce qui me plaît et que je trouve ma clientèle là autour, avec cette touche de technique et d'élégance, je pense qu'au moins il y a le gage de sincérité au travers des montres qui sortent de mon atelier. Bah, écoute, c'est vraiment extrêmement intéressant. Tu faisais référence à la créativité, on parlait aussi d'excellence. Pourrais-tu nous donner un peu un avant-goût du processus de la conception jusqu'au produit fini, donc l'horloge? Oui, alors je débute vraiment sur la partie technique en fait de la montre et ensuite je vais créer une esthétique qui va avec. C'est mon processus de design. Et bien sûr, dans certaines marques ou dans d'autres domaines industriels ou artistiques, on va peut-être d'abord euh, commencer par un croquis esthétique, quelque chose comme ça, mais ça, c'est pas ma démarche. Moi, je cherche une idée technique et ensuite, je vais développer l'image de la montre autour. Donc, typiquement, les 1000 heures de réserve de marche, pour moi, donc 41 jours de fonctionnement. C'est l'élément fort de ma montre. Ça reprend les codes du passé, parce que mon ancêtre était déjà très attaché à ces grandes réserves de marche. Et donc, bien évidemment, le ressort qui est la source d'énergie, le ressort de Brier, vu qu'il prend 3 mètres, on peut pas faire n'importe quelle esthétique. Donc, voilà, le design de la boîte, le design du mouvement part de ce ressort de 3 mètres. Et ensuite, je, je, je prête attention à développer un design qui est très élégant et qui fonctionne bien avec cette grande réserve de marche. C'est aussi une montre avec laquelle on prend le temps, d'accord? On vit dans un monde où tout va vite. On est inondé d'informations. Et puis, ce que je me suis dit, c'est un peu pour faire le contre-pied à cette situation, ce monde de fou où voilà, on reçoit beaucoup d'informations. Ici, mon slogan, c'est un peu le temps long, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les choses. Pour rassembler une montre, le mouvement seulement, ça prend un mois. Donc, c'est vraiment tout un processus qui est à la fois créatif et productif, qui est lent, qui est long. Et puis j'espère que la clientèle et puis les passionnés d'horlogerie comprennent la valeur en fait qu'on donne aux choses dans ce monde d'horlogerie. Effectivement, ben, on comprend que c'est quand même un processus assez complexe du point de départ, la création, la mise en réflexion, donc l'idée jusqu'à la création. Et pour ça, est-ce que tu travailles en équipe, tu travailles seul? Alors je suis une marque indépendante où actuellement je suis tout seul. Je suis le seul employé de mon entreprise. Donc, bien entendu, voilà, je suis l'acteur principal. Et ceci dit, je fais appel à des sous-traitants de ma région, ici en Suisse, à Neuchâtel, d'ailleurs exclusivement de ma région, pour, euh, pour la fabrication de certains composants, mais aussi pour le côté artistique. Donc, j'ai des designers externes qui m'aident dans ce processus créatif. Je prétends pas pouvoir tout faire tout seul, donc bien entendu, je viens avec l'idée de base, le concept, et puis ensuite, j'ai deux designers qui m'aident pour affiner mes concepts techniques et puis rendre l'ensemble trouver un ensemble harmonieux pour le résultat final. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que tu mentionnes que tu travailles seul, mais d'un autre côté, j'ai compris, et c'est un peu le thème ici de l'émission, l'exclusivité, c'est que quand même le nombre d'horloges produites est assez limité. Si je ne me trompe pas, c'est une dizaine par an maximum. Oui, alors comme je l'ai dit avant, comme l'assemblage est très long, environ un mois par mouvement, ma capacité de production actuelle est environ 10 à 12 montres par année. J'essaie de monter un petit peu parce que la demande est là. J'ai des collectionneurs qui sont passionnés par la marque et puis par mon travail, heureusement. Et donc j'aimerais bien pouvoir monter à 15-20 montres par année pour pouvoir suivre un peu plus la demande.
Ah, écoute, c'est intéressant. Et en lien avec cela, est-ce que tu as un style ou une signature professionnelle qui te caractérise toi par rapport à d'autres marques concurrentes? Alors, euh, par rapport à mes créations, je dirais que c'est vraiment ce temps long, donc des montres qui peuvent fonctionner longtemps sans être remontées, parce que c'était l'esprit de la marque Autrive dès le départ. Tu sais que la première montre a été livrée au pape en 1888. Et c'était une prouesse technique pour l'époque. C'était incroyable d'avoir une montre qui pouvait fonctionner comme ça pendant 40 jours sans être remontée. C'était donc mon arrière-grand-père qui l'avait imaginé, qui l'avait réalisé, qui l'avait offert au pape. C'était un cadeau. Et, euh, c'est pas tellement le côté religieux qui m'intéresse, mais plutôt le côté d'excellence. Parce que d'offrir comme ça une montre pour le pape, c'était quelque chose d'incroyable. Et il y avait déjà cette signature en fait de grandes réserves de marche. Et ça, c'est vraiment une forte inspiration pour moi et je vais poursuivre avec ça. Mais par contre, ce qui est différent, sans doute un peu dans mon travail, là, c'est plutôt mon côté personnel, c'est-à-dire que je ne m'interdis pas d'utiliser des technologies modernes parce que je trouve qu'on voilà, on vit dans un monde moderne. Il y a pas de raison de ne pas bénéficier de ces technologies modernes. Donc, je ne prétends pas tout faire à la main, de manière artisanale. Voilà, si, bon, actuellement, on a des machines qui nous permettent de fabriquer certains composants de manière beaucoup plus précise. Donc, je vais des CNC, 5-axes et tout. Ça, je m'autorise à les utiliser. Donc, en fait, je peux me définir comme un horloger qui respecte vraiment fortement le passé, mais avec ce côté plus innovatif lié aux technologies modernes. Ah, écoute, c'est assez intéressant. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont passionnées par ce domaine et qui souhaitent se lancer dedans, dans ton métier, qu'est-ce qui, selon toi, définit un bon professionnel d'un maître horloger? Probablement ce côté créatif, mais en fait, il faut pas penser que le côté créatif, il vient comme ça en une nuit, hein. On peut pas s'endormir le soir et puis le matin, tout d'un coup, on est créatif. Ça prend du temps. Et en fait, c'est un milieu où, comme peut-être pour la gastronomie, on- ça demande des années d'expérience. Et puis, voilà, certains horlogers qui sont de bons professionnels, ils vont peut-être être très très bons pour l'assemblage. On va leur donner des composants à assembler, peut-être un petit peu à modifier, et puis ils vont pouvoir les mettre en place et puis assembler leurs mouvements et leurs montres. Ça, c'est très bien. Voilà, je ne critique pas ça. Il faut passer par là. Mais ensuite, pour pouvoir, il faut vraiment comprendre comment fonctionne la montre. Donc, il faut s'intéresser à la théorie aussi qu'il y a derrière, au calcul, comment créer un train de rouage, comment être efficace au niveau du rouage pour pouvoir maximiser les performances. C'était notamment mon travail chez Patek Philippe à l'époque pour pouvoir avoir des montres, les meilleures montres du monde au niveau mécanique. Et pour ça, c'est c'est- c'est- c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'il il faut faire aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'essais. Euh, on va faire des calculs, des fois les calculs ne correspondent pas à la réalité, donc on doit recommencer. Et puis en anglais on dit try and fail, hein. Essaye, échec, et ensuite tu recommences. Donc voilà, je pense que c'est l'expérience qui permet d'être au final créatif et puis efficace dans son travail. Mais une fois qu'on a atteint un stade, moi ça fait 25 ans, voire 30 ans que je fais de l'horlogerie, on peut trouver aussi des sources d'inspiration dans différents domaines. Je parlais du lac de Neuchâtel, donc peut-être la navigation, on peut avoir une idée, peut-être pour lier un peu la navigation avec les montres, des choses comme ça. Euh, la nature est aussi une grande source d'inspiration. Et, des fois, on bute sur un problème, on trouve pas de solution, et tout d'un coup, on observe la nature, et on se dit, ah oui, peut-être que la nature a créé ça, c'est pas pour rien, et puis ça nous donne peut-être pas la solution finale, mais en tout cas des pistes. Et je pense que ça, c'est une chose, c'est d'être très curieux par le passé, par ce qui a déjà été fait par le passé, et ouvert d'esprit pour pouvoir inventer le futur. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et toi, Stéphane, qui a baigné donc dans le domaine depuis
tout jeune et qui parle de créativité, est-ce que il faut un don, des prédispositions pour exceller dans ton domaine? Est-ce que toi, tu estimes avoir des dons, des prédispositions qui te permettent Alors d'atteindre le les niveau où bon, tu es actuellement? les dons, j'ai un peu de la peine à croire aux dons. Moi, je crois surtout comme je disais avant, je viens d'un monde initialement un peu paysan et c'est le travail hein, quand même. Donc, je pense qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup s'intéresser, lire de la documentation horlogère. Si quelqu'un nous écoute ici qui veut devenir horloger, peut-être, je pense à un jeune qui a peut-être 15 ans, 16 ans, qui est passionné par l'horlogerie, je l'invite vraiment à participer à des salons horlogers, à aller voir les différentes marques, se renseigner, aller peut-être au musée d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ou au musée d'horlogerie à Villers-le-Lac en France, musée de la montre, ça s'appelle. Je ne sais pas à Paris s'il y a des musées d'horlogerie ou non, et en Belgique, là, j'ai encore moins d'idées, mais pour dire, c'est intéressant de s'inspirer du passé. Et moi-même, je vais encore des fois au musée d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, parce qu'il a beaucoup de montres très intéressantes, des montres anciennes avec des répétitions minutes, donc qui vont sonner les heures, les quarts et les minutes. Les mécanismes qui ont été créés pour ça, c'est assez dingue. Il y a aussi des horloges astronomiques qui représentent la position des astres, des planètes. Et en fait, voilà, pour résumer, je pense qu'il faut être curieux. euh, et puis, euh, ensuite, bien comprendre le fonctionnement technique, avoir des bonnes bases pour pouvoir ensuite créer quelque chose. Parce que n'importe qui peut créer une montre, mais il faut créer une montre qui fonctionne et puis qui a du sens. Donc pour ça, c'est quand même l'expérience qui va faire la différence. Ouais, c'est extrêmement intéressant et ça donne pas mal aussi, je pense, de courage à ceux qui nous écoutent et qui souvent, dans certains domaines, disent, soit sportif ou ici, dans le cas présent, ici, l'horlogerie, qu'il faut des prédispositions et des dons. Tu rappelles bien que l'essentiel, bah, effectivement, c'est le travail. Le travail et encore le travail, effectivement. Et dans ce cadre-là, tu parlais aussi du fait que tu évoluais en intégrant ben, les nouveautés technologiques. Et dans ce cadre-là, quelles sont, je dirais, les grandes évolutions que tu as observées dans ton secteur depuis ben, ces 30 dernières années? Ah, je pense à deux éléments. Le premier, ce sont les machines. On a des machines qui sont très modernes, qui permettent de fabriquer des composants très complexes sans intervention humaine presque. Donc, bien entendu, il faut savoir programmer ces machines, mais ensuite, une fois que c'est programmé, elles sont capables de nous faire des pièces de très grande facture, avec des finitions déjà préfabriquées. Donc, bien entendu, si je pense à mon arrière-arrière-grand-père, il fabriquait tout à la main, et avec des outils incroyables. Et quand on pense à la qualité des pièces qu'ils ont réalisées, c'est juste inimaginable, c'est juste fou, en fait, de se dire qu'ils étaient dans leur ferme, avec à la bougie, et à limer le métal, à pouvoir ensuite le polir pour faire des pièces microscopiques. Et donc, ça, je pense, voilà, je vois pas trop d'intérêt pour le refaire, mais j'ai un énorme respect pour ce qui a été fait par le passé. Mais pour reprendre le fil de la discussion, donc vraiment le côté des machines et ensuite les matériaux. On a aujourd'hui des matériaux qui sont beaucoup plus résistants que par le passé ou qui permettent d'être fabriqués en beaucoup plus petites dimensions. Et, et là, je pense par exemple au silicium. J'ai pas mal travaillé dans ce domaine, dans la microfabrication du silicium pour pouvoir réaliser des composants très très petits, très résistants en silicium. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais vous avez aussi d'autres alliages de titane, des choses comme ça qui permettent de fabriquer des pièces très résistantes. Et donc, voilà, ce sont les évolutions, c'est vraiment les machines et les matériaux. Et je pense que ça doit être utilisé en horlogerie parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. On l'utilise je pense que vous connaissez les bateaux de la Coupe de l'América sur foil. C'est des fibres de carbone qui composent les foils avec des énormes résistances. Les pressions sont énormes sur les foils. Et ça n'aurait pas été sans doute euh, il n'aurait pas été possible en fait de réaliser des pièces comme ça si on n'avait pas eu les fibres de carbone pour fabriquer de tels composants. Donc voilà, ça c'est des technologies modernes qui sont appliquées au monde du nautisme, de la voile. Et c'est un peu la même philosophie dans l'horlogerie. On utilise des machines et puis des matériaux
très innovant et et presque du futur, je dirais. Ah, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et tu parlais des techniques du passé, des techniques actuelles. Est-ce qu'on peut comparer en termes de compétences d'expertise, les personnes du passé, les personnes du présent? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre ou est-ce que les technologies actuelles, c'est juste un soutien ou un support qui permet de encore renforcer les qualités intrinsèques de l'horloger? Je pense que c'est un peu plus cérébral aujourd'hui. C'est-à-dire que la différence, bien sûr, on est l'intelligence artificielle, etc., qui est en train de se développer de manière phénoménale. Mais j'ai, peut-être que j'ai tort, mais j'ai quand même le sentiment que ce qui va faire la différence, c'est l'humain. Ok? Et peut-être que par le passé, les horlogers étaient, leur domaine d'expertise, c'était vraiment le côté manuel. Et aujourd'hui, même si ça reste le côté manuel, ce sont des bases dont qu'on doit connaître, qu'on doit maîtriser. Je pense qu'il peut faire la différence, c'est le côté cérébral. C'est-à-dire qu'on doit être meilleur que la machine, meilleur que l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle va pouvoir nous rédiger des documents beaucoup plus vite que nous, sans faute d'orthographe, euh, voilà, de manière très structurée. Mais l'humain va, je pense, être encore plus créatif. Et puis, en tout cas, il a le potentiel d'être plus créatif que la machine. Et voilà. Donc, je- entre l'horloger d'aujourd'hui et l'horloger du passé, il y a ce côté cérébral où, en fait, pour se démarquer par rapport à la concurrence, on doit, c'est quand même le cerveau humain qui va faire la différence, selon moi. Écoute, effectivement, c'est assez intéressant aussi dans le fait que les nouvelles technologies interviennent aussi dans ton secteur aussi de manière peut-être pas prépondérante, mais aussi importante. C'est vraiment intéressant de le savoir. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet, plus le côté économique. Je me permets de poser une question un peu de novice. Pourrais-tu m'expliquer un peu quelle est la différence entre une montre à 1000 euros, à 10 000 euros ou à plus de 100 000 euros comme ton modèle, tes modèles? Oui, alors ce qui différencie, c'est le travail, c'est le travail qu'il y a derrière en fait. Et le volume, parce que une montre à 1000 euros est peut-être une montre avec déjà un mouvement quartz qui est très très bien, qui a été inventé en Suisse, qui a été repris par les Japonais et qui est très très industrialisé. Donc c'est exclusivement des machines qui vont fabriquer les composants, qui vont les assembler. Et c'est des volumes de production qui sont gigantesques. Et ça a permis de faire baisser le prix de chaque composant. Ça a permis de faire baisser le prix de l'assemblage et au final le prix de la montre. Par contre, voilà, il n'y a pas ce côté émotionnel. Et une montre à peut-être à 5000 ou 10 000 euros, si c'était ça que tu as cité, Oui, 10 000. ouais, bon, prenons 10 000. Ça reste des montres qui sont certainement assez industrielles, où on aura peut-être un peu moins déjà la machine qui va assembler les composants. Ce sera peut-être plus les horlogers parce ce sont des choses, on peut pas il y a quand même beaucoup d'opérations en horlogerie où on peut pas se passer de la main à main de l'homme. Et puis, donc là, il y a un travail qui est plus conséquent. Il y a aussi sans doute des matériaux qui sont plus nobles. Peut-être une montre à 10 000 euros, on commence à avoir des montres en or ou des montres en acier, mais avec des finitions incroyables au niveau du polissage, des choses comme ça. Donc là, ce côté un peu plus artisanal déjà, et un peu plus noble des matériaux qui va permettre de monter en prix. Et puis, parce que le prix de revient est déjà beaucoup plus élevé, donc c'est normal que le prix final au client soit plus haut. Et ensuite, pour les montres à 100 000 euros, ce sont souvent des montres produites en très très petite quantité. Euh, des productions qui sont exclusives, où là, on peut pas amortir en fait le travail de développement et l'assemblage sur des gros volumes. Souvent, il y a besoin de retouches manuelles pour pouvoir assembler les composants. Et comme je le disais avant, hein, le temps d'assemblage, c'est un mois, par exemple, pour mes montres. Et ça, c'est juste pour le mouvement. Après, il faut compter encore 2 semaines d'emboîtage. Et avant ça, il y a la fabrication de tous les composants. Donc, il faut imaginer qu'il y a 300 composants
qui sont tous finis à la main. La décoration est un élément très important dans l'horlogerie, c'est-à-dire on va décorer les composants en les polissant ou alors en faisant ce qu'on appelle du satinage. On va les griffer très légèrement pour donner un effet brossé. Et tout ça, c'est très très long. C'est peut-être 1 à 2 ans si on cumule le temps de travail. Donc une montre à 100 000 euros, il y a vite, vite une année de travail derrière. C'est intéressant. Tu parlais d'exclusivité, donc de quantité de production limitée pour des montres à plus de 100 000 euros. On parle de quel ordre d'idée en termes de quantité pour les marques à ce niveau-là? Toi, tu parlais d'une dizaine. Et pour les autres marques, c'est dans Ouais, c'est dans quel souvent, ordre? je pense que c'est, alors je connais pas les quantités de toutes les marques, mais je dirais que c'est souvent moins de 100 pièces par année pour un même modèle. Moi, en ce qui me concerne, pour Autrive, c'est moins de 12 pièces par année, tout modèle confondu. Et puis pour d'autres marques qui sont dans la même gamme de prix, c'est peut-être un peu plus, mais ça dépasse rarement la centaine de pièces annuelles. Et tu parlais du fait que tu avais différents modèles. Est-ce que combien en as-tu et fais-tu aussi du sur-mesure? Oui, alors pour l'instant, j'ai un seul modèle qui s'appelle Honoris 1. Oui. Il est décliné en plusieurs couleurs. Donc en fait, presque chaque montre est unique parce que chaque client va me demander une couleur de cadran différente ou des aiguilles un peu différentes, etc. Donc au final, ce sont presque à chaque fois des montres un peu différentes. Euh, ce que j'utilise de l'émail pour faire le cadran pour le moment. Hein. J'ai dans l'idée de faire des cadrans différents. Et l'émail, c'est donc je ne sais pas si tu connais l'émail, mais c'est une poudre de verre qui est broyée et ensuite qui est déposée à la surface du cadran. Ça va au four on appelle ça enfin, pour faire fondre les grains de verre. Et ça va, à une certaine température, quand on est à environ à 800 degrés, les grains de verre fondent et se remettent ensemble pour former une première couche. Et en fait, on doit faire plusieurs passages au four, environ 10 à 15 passages au four, pour pouvoir former la couche d'émail. Et notamment si on veut un émail très foncé, très noir, et là, ça demande vraiment beaucoup de passages au four pour avoir un noir très profond. Et ça, typiquement, bah, c'est des demandes que je peux avoir des clients. Certains clients veulent pas un cadran noir, mais veulent un cadran bleu ou coquille d'œuf, ce qui est magnifique aussi. J'ai fait récemment pour un client, je voulais dire son nom, mais je peux pas le dire. Donc, Non. pour un client, j'ai fait une boîte en or rose avec un cadran en émail coquille d'œuf, couleur coquille d'œuf. C'est très élégant avec un bracelet en marron, en cuir d'alligator. Voilà, ce sont des demandes particulières. Et puis après, j'ai fait cette série que je t'évoquais avant, la Lago Verde, qui rend hommage à mon histoire de famille, avec un cadran vert translucide et un bracelet en cuir de perche, cuir de poisson, vert aussi, pour faire le lien complet avec le côté lacustre. Ah, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, chaque demande, enfin, il y a un modèle de base, mais chaque demande est adaptée par rapport aux besoins du client. Et supposons que je suis un client qui est intéressé donc pour faire l'acquisition d'une de tes horloges. Comment se passe un peu le processus, je dirais, commercial avec un client type? Enfin, tu me diras, chaque client a des demandes spécifiques, mais Non, comment bien, se passe le processus? oui, oui, alors, il y a deux possibilités. En général, je travaille avec des détaillants dans différents pays. Pour l'instant, je n'ai pas de détaillants en Belgique, mais j'ai des détaillants aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie. Et puis, bah, ce sont principalement eux qui vont faire le contact avec le client final pour pouvoir ensuite passer commande et puis gérer la suite comment dire ça, pas le procédé commercial, mais quand même un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il voilà, il faut passer commande. En général, je demande un acompte à la commande, et puis ensuite, c'est eux qui vont faire le lien avec le client, parce que mes montres ne sont pas sur l'étagère, d'accord? Ouais, Ce ne sont évidemment. pas des montres que tu peux acheter comme ça à la minute. Il faut prendre le temps que de les fabriquer. Et actuellement, j'ai une liste d'attente qui est bientôt d'une année. Donc, au moment où tu passes la commande, tu dois attendre environ une année pour pouvoir obtenir la montre. Tiens, c'est assez intéressant. Et alors, comment se passe le contact avec le client? Est-ce qu'il y a un contact direct avec lui pour justement tout ce qui est la partie créative, c'est-à-dire ses besoins spécifiques qu'il souhaite?
Oui, alors en fait, oui, j'ai pas tout à fait répondu à ta question précédente. Dans certains cas, je suis aussi en contact direct avec le client et puis j'écoute vraiment ses souhaits pour pouvoir répondre au mieux à sa demande. Et puis, c'est aussi l'avantage d'être une petite entreprise par rapport à un grand groupe. J'ai une grande flexibilité, donc je peux me permettre de faire des, des réalisations qui sortent des sentiers battus. Ah, ça, c'est intéressant. Et tu parlais Et effectivement des c'est vrai que c'est demandes. vrai. Oui. Je t'en prie. Je t'en prie. Non, ce que je voulais dire, c'est que le cadran, c'est bien entendu la première pièce qu'on peut personnaliser parce que c'est une grande surface. En émail, on peut faire notamment ce qu'on appelle de l'émail cloisonné, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits fils d'or sur la surface de l'or. Donc c'est une plaque en or de base. Dessus, on va mettre des petits fils d'or qu'on va souder pour former un motif. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais une fleur, mais ça peut être aussi un personnage de bande dessinée, quelque chose comme ça, un bateau, une automobile. Et puis, avec ces petits fils d'or qui font 0,05 mm de large, on peut ensuite créer des cloisons, comme des poches, des régions, et on peut remplir des mailles, chaque région d'une couleur différente. Donc ça nous permet, ça nous offre une grande possibilité de réaliser des cadrans très différents les uns des autres, à la demande des clients, et c'est de manière artisanale. Les cadrans, sont très complexes à faire. Chaque pièce est unique. Et c'est vrai que c'est le premier élément qu'on peut personnaliser sur une montre. Le deuxième élément est peut-être le bracelet. Le bracelet, c'est assez facile à changer sans devoir changer tout le mécanisme de la montre. Donc, je travaille personnellement plutôt avec des bracelets cuir, d'alligator, mais aussi des cuirs de poisson. Je peux aussi faire des bracelets en tissu ou différentes choses. Ah, c'est assez intéressant. Tu parlais des anecdotes, comme anecdote, les demandes des clients qui étaient spécifiques à leurs besoins. Peux-tu nous partager l'exemple de la demande la plus surprenante que tu as pu avoir, hein, sans Alors, citer évidemment le nom du client? ouais, c'est toujours en cours de discussion. C'est pour un footballeur assez connu qui aimerait une pièce unique avec des personnages de manga dessus. Donc, c'est possible que je fasse. C'est encore pas tout à fait conclu cette histoire, mais je dois m'assurer aussi de pouvoir réaliser le personnage de manga. Ben voilà, ça serait un personnage de manga en émail cloisonné, ce qui est assez dingue en fait parce que l'émail cloisonné c'est vraiment le côté très très artisanal, classique pour un cadran. Et les personnages de manga, ben, c'est un peu je dis pas que ça a quelques années les mangas, mais je veux dire c'est nos enfants qui regardent ça, ces bandes dessinées. Et donc c'est ça. De nouveau, ce que ça me plaît aussi, ce qui me plaît, c'est le lien entre la tradition et puis l'innovation, entre le passé et le présent. Et là, je pense que c'est une pièce dans laquelle on pourrait retrouver ce lien. Ah, écoute, c'est surprenant. Écoute. Et de l'autre côté, à l'opposé, y a-t-il des demandes où tu estimes que tu ne serais pas en mesure de pouvoir y répondre ou que tu ne souhaites pas y répondre pour différentes raisons, notamment pour respect de la tradition? Oui, en fait, j'essaie quand même de faire des montres qui me plaisent. Si on me demande de faire, j'en sais rien, moi, j'ai de la peine à trouver un exemple, mais peut-être une représentation qui ne me plairait pas, euh, pour des raisons éthiques, je pense que je ne le ferai pas, quel que soit le prix. Donc, mon critère, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais il faut que ça me plaise. Et que ça corresponde à l'esprit de la marque, parce que je me refuse de faire des choses qui ne correspondent pas à l'esprit de la marque. Et pour rebondir sur ce point, est-ce qu'il y a aussi, dans le même ordre d'idées, des personnes pour lesquelles tu refuserais de faire des montres, sans sans citer Euh, le... j'ai pas encore eu ce cas de figure, mais c'est vrai que je pourrais, je pense, refuser certaines demandes venant de clients qui ne correspondraient pas à mon. Bien, on peut pas tous avoir le même avis, on vient tous de bords politiques différents, etc. Donc, le côté politique, c'est peut-être pas le côté qui me dérange le plus, mais je pense notamment, voilà, la protection des enfants, des choses comme ça.
Si j'avais des doutes sur le client par rapport à ça, je pense que je me refuserais de livrer la pièce, oui. Ouais, je pose cette question parce qu'effectivement, c'est une des caractéristiques de l'exclusivité, l'excellence et l'exceptionnel que tu représentes. C'est par le fait que les quantités soient limitées et que ton temps est aussi limité. J'imagine qu'il faut aussi que tu puisses sentir à 100%, t'impliquer à 100% dans le projet. Ce qui fait que ça te permet, ben, par défaut, de devoir sélectionner les clients que tu acceptes. Je pense que ça, c'est aussi, ça fait partie des éléments de liberté qui, j'imagine, te sont chers aussi. Liberté de pouvoir Oui. choisir le projet, les personnes aussi. On peut pas exclure tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on, dans tout milieu artistique, je sais pas, je prends l'exemple un sac Louis Vuitton qui est en boutique. Je pense qu'il y a personne qui pourra refuser un client parce que déjà on connaît pas forcément voilà, les activités de tous les clients. On essaye, mais c'est difficile de refuser la vente d'un sac Louis Vuitton à un client qui va Évidemment. rentrer dans la boutique. Par contre, dans la différence, en ce qui me concerne, vu que je suis très exclusif, très petit, je peux quand même avoir des liens assez peut-être plus prononcés avec le client et donc de sentir si je peux me permettre de lui vendre ou pas la pièce. Après, ça reste un business, évidemment. Je dois vendre des montres pour pouvoir continuer mon activité, continuer mes développements. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de poursuivre mes développements, de, le côté créatif. Et pour ça, je dois vendre un minimum de montres par année. Mais, euh, mais je pense que je pourrais assez facilement refuser certaines demandes de clients, oui. Et je profite aussi pour rebondir, pour partager aussi une anecdote d'un partenaire qui travaille avec une personne, qui travaille encore avec une personne extrêmement riche. Et à un moment donné, ils se sont rendus dans une boutique Patek Philippe. Je ne sais plus si c'est à Paris ou en Suisse. Et la personne extrêmement riche est arrivée en disant, je veux ce modèle, ce modèle, ce modèle. Et le vendeur lui a refusé en disant, pour résumer la chose, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Donc, Hmm. quel que soit qui vous êtes, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître avant de pouvoir envisager de pouvoir travailler ensemble. Ce qui veut dire, ce qui pour moi est important, ça montre le fait que l'argent n'est pas tout. Il y a aussi l'humain, comme tu dis. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi important pour toi aussi et pour toutes les marques de haute horlogerie de luxe, quoi. Exactement. Encore une fois, on peut pas tout contrôler, mais c'est sûr que si dans mon cas, en étant une petite marque artisanale, j'ai des liens assez privilégiés avec mes clients. Et puis, en tout cas, je vais peut-être, si, comme ma production est, comme la demande est assez forte, je vais plutôt proposer, ou en tout cas poursuivre, la vente avec des gens que je connais déjà et que je sais qu'ils sont fiables, qui vont pas faire de mal à la marque, qui vont plutôt la promouvoir, ce genre de choses, oui. Hein, écoute, c'est assez intéressant aussi, comme tout ce que tu viens de dire jusqu'à présent. Rentrons un peu plus dans un côté commercial sans rentrer dans trop de détails, évidemment, mais les recettes. Comment fixe-t-on le prix d'une montre dans votre domaine de l'haute horlogerie de luxe et spécifiquement les montres de plus de 100 000 euros? Alors, c'est toujours lié au prix de revient. C'est-à-dire que quand le prix de revient est de 10 000 francs suisses ou 10 000 euros, disons, on peut pas la vendre à 8 000, c'est impossible, d'accord? Parce que ça, c'est dans toute industrie. On doit ensuite faire les marges, etc. Donc, c'est forcément lié au prix de revient. Et puis, comme je te l'ai dit avant, le- la fabrication d'une montre, en ce qui me concerne, c'est vite une année à 2 ans, quand on compte le temps de fabrication de chaque composant, le temps d'assemblage, plus le temps d'emboîtage. Donc je pense que je suis encore un peu bas d'ailleurs par rapport au temps cumulé. Mais, euh, mais là, le premier critère, c'est le prix de revient. Et Ok. ensuite, on doit appliquer un coefficient par rapport aux marges dont on a besoin pour pouvoir payer les charges et puis et financer les prochains projets. Ah, ça, c'est assez intéressant. On parlait aussi de développement de ta marque. Effectivement, tu souhaites augmenter le processus, le nombre de montres produites à 15 ici. On avait été en contact il y a quelques mois, effectivement, pour le financement de ce développement-là. Quelle est la suite pour Autrive dans les prochaines années, 5 à 10 ans qui viennent? Quelle est ta Oui, alors vision?
Ma, ma vision elle est assez claire en fait, c'est de rester petit. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi pour le Swatch Group où ce sont des volumes énormes hein, pour Omega ou Longines. Et, en fait, c'est vraiment des montres magnifiques. Hein. J'ai pas de critique contre Omega ou d'autres pièces du Swatch Group. Simplement il y a beaucoup d'inertie en fait. C'est-à-dire que vu que les volumes sont importants, en- il y a beaucoup d'inertie. On peut pas changer comme ça en quelques mois de modèle. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la production, c'est vraiment le côté développement. Je suis un créateur, un développeur. Et donc, ma vision, c'est de monter un petit peu en quantité, mais en restant une production très, très modérée, très, très exclusive, pour pouvoir, d'une part, rester dans le très haut de gamme, le côté euh, euh, d'excellence horlogère, et puis, d'autre part, de pouvoir faire des changements assez rapides dans mes développements, sans devoir ensuite les produire, les produire, les produire pour juste en fait pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est pas ça qui me plaît, c'est le côté vraiment, la phase projet qui m'intéresse. Ah, Donc c'est voilà, extra. pour être plus concret, peut-être que l'année prochaine, je pourrais engager un à deux horlogers et ensuite continuer de développer un peu, mais je vois une équipe de 5 à 6 personnes, pas beaucoup plus. Et toujours dans le cadre de développement donc de Haute-Rive, peux-tu nous dire en avant-première, exclusivité, si de nouveaux modèles sont envisagés? Alors oui, bien sûr, je peux pas donner, non, je vais pas donner d'avant-première sur les détails, mais je pense qu'en avril de l'année prochaine, je vais sortir un nouveau modèle. Tu le sais, il y a le salon Watches and Wonders à Genève et c'est un événement majeur pour l'horlogerie mondiale. Et je pense qu'à cette occasion, je vais sortir un nouveau modèle, le dévoiler à cette occasion-là. Ah ben écoute, c'est intéressant. On regardera ça avec grande attention et je ne manquerai pas de partager cette information. Stéphane, j'avais aussi appris, si je ne me trompe pas, que tu es aussi consultant. Consultant, oui, alors ça c'est vraiment très très occasionnel, mais vu que je suis seul dans ma marque, je peux me permettre d'aider d'autres entreprises pour des développements. Certaines fois c'est simplement pour donner un regard externe. Euh, D'autres fois c'est pour trouver des fournisseurs, ce genre de choses. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le milieu horloger, donc voilà, j'ai pu monter mon réseau de sous-traitants, d'acteurs du milieu horloger et puis je donne parfois des conseils à d'autres entreprises, d'autres marques, mais c'est vraiment une toute petite partie de mon activité, cette information. Non. Ah ben écoute. Et sinon, est-ce qu'il y a une anecdote spécifique ou je dirais un élément spécifique que tu as l'habitude de partager par rapport à ton secteur et qui permettent ben, à tout un chacun de pouvoir bien comprendre les spécificités de votre secteur? Attends, j'ai pas sûr d'avoir bien compris, je m'excuse. Si tu peux juste repréciser la question. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que il y a une anecdote que tu racontes souvent par rapport à ton métier et qui est de nature à pouvoir comprendre un peu sa complexité? Non, là, c'est pas vraiment une anecdote, en fait, c'est ce que je pense surtout au ressort de barrière. Ça, c'est je vais le montrer pour toi qui me vois, mais enfin, les auditeurs pourront imaginer. C'est le ressort placé dans la montre, c'est le plus long ressort de l'industrie horlogère, de l'histoire horlogère. C'est donc une lame métallique qui est enroulée sur elle-même, qui est la source d'énergie de ma montre. Et puis quand on la déroule, cette lame fait 3 mètres de long, elle fait 0,16 mm d'épaisseur, 2 mm de haut et 3 mètres de long. Et il faut imaginer que ce ressort de 3 mètres, on doit l'enrouler au centre, autour d'un tout petit axe, et c'est Ouais. ça qui va être la source d'énergie et qui va faire fonctionner la montre. Et ça, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un élément fort de mon développement. Et puis j'aime bien le rappeler parce que voilà, c'est pas commun d'avoir un ressort de barillet qui fasse 3 mètres de long. Ah ben, écoute, franchement, ben, Stéphane, on arrive ici au bout de l'interview. Je te remercie
pour le temps que tu m'as consacré. Je vais te poser la question que je poserai à tous les invités, la question traditionnelle. As-tu dans ton entourage deux ou trois personnes qui, selon toi, représentent l'exclusivité et l'excellence que tu aimerais que j'interviewe afin qu'ils puissent partager leur savoir? Ça peut être dans ton métier ou dans d'autres métiers. Ah, alors dans mon métier, je pense que la personne pour laquelle j'ai le plus d'estime, c'est Philippe Dufour, qui est une légende vivante de l'horlogerie. Donc si un jour tu peux interviewer Philippe, je te le recommande vivement. Ses montres s'arrachent. Il a un côté humain fabuleux, un savoir-faire exceptionnel. Et donc, je t'encourage à pouvoir le rencontrer un jour et puis à l'interviewer. Donc, Philippe Dufour à la Vallée de Joux en Suisse. Et puis sinon, je te recommande aussi vivement Kari Voutilainen à Fleurier en Suisse, sur son chapeau de Napoléon, une petite montagne. Et lui, il est vraiment exceptionnel pour le savoir-faire, notamment des cadrans guillochés, donc des cadrans où on peut faire des motifs avec un petit burin. Et puis dans le niveau de finition de ces montres est tout à fait exceptionnel. Donc voilà deux personnes que je te recommande d'interviewer, Philippe Dufour et Kari Voutilainen. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphane, pour le temps que tu m'as consacré. Et pour toutes les personnes intéressées, clients potentiels, comment peuvent-ils entrer en contact avec toi? Ils peuvent m'appeler à mon numéro de téléphone mobile, que je vais peut-être pas donner ici, mais plus sérieusement, ils peuvent aller sur la page internet de Haute-Rive. Donc c'est haute-rive-watches.ch, haute, H-A-U-T-E, R-I-V-E, rive, watches, W-A-T-C-H-E-S.ch. Et puis ils trouveront toutes les informations pour me contacter. Ah ben, écoute, je mettrai toutes ces informations-là sur le lien, en lien de la vidéo. Et il y a aussi le compte Instagram de Autrive qui s'appelle Autrive Official et avec des traits, des petits underscores entre les noms. Donc ça doit être assez facile à trouver sur Instagram. Autrive Official. Eh ben, écoute, je te remercie encore beaucoup, Stéphane, pour le temps que tu m'as consacré, pour les anecdotes et les éléments que tu nous as partagés sur ton métier qui est extrêmement intéressant. Je pense que soit ça va développer des vocations et surtout un intérêt encore plus marqué pour ton secteur. Et moi, je ne peux que te souhaiter une bonne continuation dans ton travail et le développement de Haute-Rive. Merci beaucoup. Ça, c'est le meilleur compliment que tu peux me faire, c'est de pouvoir vraiment créer des vocations, parce que le savoir-faire horloger peut être sujet à un questionnement. Donc, on a besoin d'avoir des jeunes qui s'intéressent à ce métier pour pouvoir poursuivre ce fabuleux domaine de créativité et de technique au fil des ans à venir. Eh ben, merci encore pour ton partage, Stéphane. Mesdames et messieurs, ben, merci pour le temps que vous nous avez consacré à regarder cette vidéo ou à l'avoir écoutée. Ben, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et je ne manquerai pas d'y répondre. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.